Alors, Ah, j'ai relancé l'enregistrement. Donc, nous allons faire là une petite session de 45 minutes, pas plus. On reprendra cet après-midi à 13h30. Donc, enfin, 13h30 pour vous, ce qui fera 12h30 pour nous. Euh, donc, on a pris un peu plus de temps de prévu sur le compte rendu, mais il était nécessaire. Parce que la vidéo l'a fait 2h30 là, ce matin, je la ferai en plusieurs parties avec les interventions des collègues, de manière que vous ayez, elle soit plus accessible. Euh, Là, je vais donc revenir sur deux. Je vous ai mis le Moodle avec hop, ce qui est à jour pour votre séminaire. Vous avez ici les activités d'hier où vous allez pouvoir retrouver les trois vidéos euh, des contenus qu'on a développés donc hier. Donc vous pourrez les retrouver. Je ferai la même chose pour les contenus d'aujourd'hui avec peut-être plusieurs petites vidéos plus courtes qu'une grande vidéo de 2h30. Elle vous sera plus utile pour accéder au contenu. Euh, Premier point. Et puis on a rajouté ce petit élément. Hop, on a décalé, euh, voilà. Un petit travail concernant le travail que vous aviez, donc qu'on vous avait proposé hier. C'était construire une branche, la branche changée, en essayant de la faire sous une approche graphique. Euh, donc je me suis essayé, donc je vous ai fait quelque chose. Bon, c'est assez succinct, euh, mais vous voyez donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit peut-être moins rigide que le schéma initial. Euh, et là, ça rejoint un petit peu tout ce que nous a dit Franck ce matin sur les processus et mécanismes d'apprentissage. Le fait de passer par le dessin permet de structurer votre pensée. Euh, et donc là, je me suis essayé à faire quelques exemples. Vous voyez que euh, la, la méthode change un peu. On n'est plus sur des lignes droites. On essaie de donner un petit peu des formes un petit peu plus souples. Et si je prends, mettons, la branche contexte, je m'aperçois que donc j'ai une branche avec deux indicateurs. Et pour ces deux indicateurs, j'ai chaque fois qu'un observable. Et pour ces observables, j'ai chaque fois quatre critères. Je prends l'exemple, mettons, ici du contexte. Je vais peut-être zoomer un peu plus pour que vous le voyez. Ici, si je prends le contexte, mon indicateur, c'est l'occupation de l'espace dans la classe. L'enseignant circule dans la classe pour contrôler le travail des élèves. Et au niveau des critères, j'ai mis jamais, un peu, légèrement, souvent. Vous voyez? Donc c'est une possibilité donc, de construction euh, de la branche. Mettons pour l'aspect ici construire. Euh, L'indicateur, c'est la prise en compte de la diversité des élèves dans l'organisation du travail en classe. L'observable n'interroge pas toujours les mêmes élèves et adapte ses réponses en fonction du niveau des élèves. Et là, vous voyez que j'ai mis un peu plus de critères. Il ou elle le fait systématiquement. Il ou elle le fait régulièrement, de manière irrégulière. Donc on peut considérer que ces trois premiers critères sont plutôt dans une orientation donc, qui permet de dire que cet enseignant n'interroge pas toujours les mêmes élèves. Les trois suivants sont plutôt à l'inverse. Il ou elle ne le fait pas souvent, ne le fait pas assez, ou il ne le fait pas. Alors tout ça, c'est soumis à discussion, et ça rejoint ce que nous avions déjà, c'est ce travail que vous avez à construire ensemble pour savoir combien vous en mettez. Mettons sur la branche conscientisée, réfléchir seul sur sa pratique et sa mission d'enseignant.
L'observable, c'est l'enseignant est en mesure d'expliciter le contenu de la situation observée avec un discours qui se fonde sur des éléments factuels. Là, vous voyez que les critères, j'ai changé. Je suis parti sur une échelle uniforme avec une représentation graphique et elle pourrait donner lieu à une auto-évaluation. C'est-à-dire que le tutoré peut le faire en même temps qu'il donne à faire à la personne. Et on compare. Vous voyez, ça peut être donc une possibilité donc d'échange. Euh, En tout cas, c'est ce travail-là que vous avez à faire. Euh, et donc, je crois qu'après, c'est cette méthode, on vous l'a proposée et à vous après de la faire vivre. Ce n'est que vous qui, après, allez pouvoir lui donner une suite. Euh, Derrière, ça sous-tend une démarche autonome pour la construire et je dirais vous prendre en main et vous la construire ensemble. Sur ce document, je vous ai mis quelques petits rappels, notamment on retrouve l'architecture qu'on a vue hier, hein, les 6 branches, les indicateurs, les observables, les critères, ce qu'on a dit tout ce matin. Vous voyez que tous mes collègues y reviennent régulièrement. Et vous aurez ici une petite ampoule là qui, en cliquant, vous aurez un accès à une courte intervention là, de Patrick Picard de 23 secondes qui rappelle ce que c'est la notion de conscientiser. Et je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans les documents de Franck, son dernier mécanisme, hein, des 6, c'était prendre conscience. Et donc, autrement dit, l'enseignant, quand il regarde son élève, il est dans cette situation, est-ce qu'il prend conscience? Autrement dit, on peut avoir le même décalage du point de vue du formateur ou la personne qui tuteur, le tuteur, avec celui qui l'accompagne. Voilà, donc vous avez cette petite animation, elle vous permet de, voilà, de vous donner, je dirais, un chemin pour essayer de construire d'un point de vue graphique votre méthode 6C. Est-ce que vous voulez réagir? Et est-ce que peut-être certains, vous avez commencé à la dessiner hier? Pas de réponse? Est-ce que certains, oui. Je peux Oui, parler? vas-y. Oui, D'après votre petit diapo, je réalise que on ne peut pas. Est-ce que, comment dirais-je, je vois un observable, une observable avec de mesures d'échelle. Oui. Est-ce que ici, est-ce qu'en parlant de le critère, est-ce que le critère ici, c'est l'échelle de mesure? Mais effectivement. Parce que j'ai regardé bien les différentes diapos hier et après, il y a d'indicateurs. Dans un indicateur, il y a 2 ou 3 pas mal des observables. Et après, il y avait des critères 5, 6 par 3. Je veux dire qu'il y avait beaucoup de critères dans une observable. Et actuellement, vous avez présenté le petit diapo. Et je réalise que dans un observable, pas besoin de chercher un autre critère, mais une échelle de mesure. C'est exactement ça. Et hier, dans la présentation de la 3e partie, le mot échelle est le mot important. Échelle et les échelons. Et donc, effectivement, je vais pouvoir définir les échelles
et ça, est-ce que je veux le faire d'une manière qualitative ou quantitative? Est-ce que je veux voir Voilà. combien de fois la personne fait, mettons, se déplace? Ou mettons, pour reprendre ce que disait Franck ce matin, combien de fois la personne va interroger les élèves pour faire travailler la mémoire? Parce que là, quantitativement, j'ai quelque chose de factuel pour dire, monsieur, madame, aujourd'hui sur la séance, vous n'avez interrogé que 2 fois vos élèves. Oui. Vous Voilà. avez, Je crois que mon problème. voilà, vous avez interrogé que 2 fois vos élèves, et si je reprends l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, là, à l'instant, et vous avez interrogé 2 fois les 2 mêmes élèves en réussite. Et donc, en fait, c'est une prise de position. Vous avez un arbitrage à faire entre vous. Qu'est-ce que l'on souhaite observer? Hein? Donc, pour ça, quelle indication on veut prendre? C'est pour ça que on a pris l'idée de la branche et de l'arbre pour donner des directions, ce que vous disiez hier, Polo. Donc, quelle direction je veux prendre? Quel fruit je veux observer? Je dirais même quel fruit je veux récolter pour le lui dire à la personne. Et pour ça, je vais me donner une échelle avec des critères, et ça reprend ce que disait M. Méo, qui effectivement vous permettront d'avoir après un compte rendu qui, s'il veut la personne s'y opposer, il pourra le faire, mais vous aurez une base qui a été factuelle, précise. Et donc, tout l'enjeu de cette méthode, il est là, c'est maintenant, après, et l'intérêt, c'est pas nous, formateurs, maintenant, à vous la donner clé en main. Elle n'aura de sens, cette méthode, que si c'est vous maintenant qui vous l'appropriez, ensemble. N'essayez peut-être pas de la construire d'un seul coup. On est parti sur la branche changée, peut-être prolonger cette branche-là, travailler ensemble, et puis peut-être après, vous allez vous répartir, certains vont prendre cette branche, d'autres, 2 autres sur la branche contexte et autres. Faites-vous confiance aussi, accordez-vous une confiance mutuelle que mais certains vont prendre cette branche, d'autres, 3 autres seront sur le contexte, et ainsi de suite, et vous allez construire ensemble un formidable outil d'évaluation. Et n'essayez pas peut-être aussi de mettre trop d'indicateurs dans chaque branche, parce que probablement après l'outil sera difficilement exploitable. Oui. Vous avez 6 branches. Si vous mettiez, regardez, 6 indicateurs par chaque branche, ça vous fait 36 indicateurs. C'est peut-être beaucoup. Donc il y a des arbitrages, il y a des compromis. Peut-être qu'on pourrait avoir une méthode 6C avec, pour des enseignants qui débutent, avec certains indicateurs. Peut-être une autre méthode, une autre grille, un autre dessin pour des enseignants qui sont un peu plus expérimentés. Tu vois, vous avez une liberté d'action et l'intérêt, c'est que vous partiez sur cette pratique-là, mais qu'elle se construise ensemble. Ça serait une formidable réussite que d'ici quelques temps, vous nous présentiez voilà ce que c'est cette méthode. Avec toutes les branches, les indicateurs, les observables et les critères. Vous auriez un outil redoutable. Ok. Mais ça, c'est pas Onja qui va le construire seul. C'est le collectif. Oui. Ouah, oui, 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 oui. D'autres questions? Je peux... Oui, Tina, vas-y. Oui. Je suis un peu confuse parce que en voyant ce que vous avez montré tout à l'heure sur l'exemple d'une branche indicateur observable, les critères, peut-être que c'est un peu la même question que Hunza. Quand j'ai fait l'exercice d'hier, j'ai encore cherché
des critères sur mon observable et après, j'ai mis des échelles d'évaluation. Oui. Alors qu'en voyant ce que vous avez montré tout à l'heure, à ma compréhension, c'est que ce sont les échelles d'évaluation qui sont les critères. Mais effectivement, l'échelle d'évaluation participe aux critères. Alors, dans mon exercice d'hier, j'ai donné des indicateurs et les observables y afférents, ainsi que des critères. Et c'est après cela que j'ai fait les échelles d'évaluation des observables. Okay. Donc, j'ai mis des choses différentes. Et du coup, est-ce que ce que tu as fait, tu pourrais me l'envoyer, qu'on le présente cet après-midi? Ça serait intéressant, si c'est possible. Si c'est pas possible, tant pis. J'ai déjà dessiné l'arbre, Ouais. mais j'ai un peu du mal sur les échelles d'évaluation, mais j'ai déjà essayé un tout petit peu. Mais de toute façon, sachez que c'est normal parce que vous avez je dirais une gymnastique. Il faut pouvoir jongler avec ces trois notions. On a bien vu hier que sur les productions, si les indicateurs semblaient être quelque chose qui ne posait pas trop de problèmes, par contre les observables c'était plus complexe. On a bien vu que souvent c'était des choses qui manquaient c'était pas assez factuel ou très généraliste. Les élèves font bien leur travail. À quoi je sais que c'est bien fait ou pas. Et donc il faut pouvoir toujours nommer, situer, décrire ces observables. Et rester sur des choses simples. Et pour moi, j'ai essayé de trouver des critères pour pouvoir mesurer ces observables. Ouais. Et pour ça, aide-toi du cours. Tu verras que soit tu es dans une approche qualitative ou quantitative, et au niveau des échelles, est-ce que tu es sur quelque chose d'uniforme avec quelque chose de pictogramme, des échelles alphanumériques, des lettres ou des valeurs? Ou alors, est-ce que tu es plutôt sur des échelles descriptives? Et on a bien vu hier que c'est probablement ce qui est plutôt à privilégier, parce que les échelles descriptives permettent de pouvoir donner différentes nuances, différentes, je dirais, échelons, pour reprendre le mot qu'il y avait dans le cours. Okay. Donc, je vous invite à regarder cette petite illustration. Je crois qu'elle va vous aider à identifier ces aspects-là. OK. Voilà, donc on va peut-être y passer moins de temps que prévu, mais on pourra peut-être revenir cet après-midi, bien qu'on a quand même des choses à voir aussi encore. C'était sur le sketchnote. C'est en quoi l'usage du graphisme est profitable pour un formateur dans l'exercice de son activité. Quels sont les avantages qu'il ou elle aurait à exploiter cette technique? Alors, cette technique, je dirais dans sa traduction littérale, provient d'une prise de notes qui est réalisée à l'aide d'un dessin. C'est-à-dire qu'on veut essayer, par un moyen graphique, de remplacer ce qu'on aurait pu faire justement par un compte rendu. Et ça s'articule, alors le mot peut-être de compétence, c'est peut-être pas le plus approprié. En tout cas, il y a deux orientations qui sont données. D'une part, ça nous amène à avoir une maîtrise de la démarche pour synthétiser une information. Ça favorise la créativité. On peut supposer que ça facilite la mémorisation. Je dis bien on peut supposer. Et produire et relire des notes de manière plus plaisante. Et de l'autre côté, on va utiliser des techniques de prise de notes sur des papiers, tablettes. Il y a, tu peux couper quelqu'un le micro. Je crois qu'il y a une écho qui se produit. Voilà.
Et donc, le sketch-note, je veux prendre des notes de quelqu'un qui parle, d'une conférence, d'un prof, quelqu'un qui développe des contenus. Et initialement, c'était la démarche qui était prévue pour ça. Et donc, ces deux entrées, c'est-à-dire pour favoriser la créativité, la mémorisation, en utilisant différents types de graphismes, on va essayer de mettre ça sous forme d'un aspect graphique. Et ça doit tenir compte aussi de ce qu'on appelle d'un courant de lecture. Alors tout ça, ce sont des mots, mais d'abord, une mesure de prudence et d'attention. Il faut être réaliste et ne pas tomber dans ce que j'appelle moi l'effet Instagram. C'est-à-dire se faire avoir. Est-ce que vous connaissez, alors moi j'appelle ça l'effet Instagram, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, c'est que si vous allez sur le web et si vous tapez sketchnote, pardon, je m'en ai parlé, vous allez tomber sur ce genre de choses. Alors c'est beau, c'est magnifique, c'est souvent fait par des agences, des professionnels, c'est excessivement bien documenté, donc c'est parfait. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que la plupart des sketch-notes qui sont disponibles sur le web, c'est justement quelqu'un qui a fait ça pour son usage personnel. Il a fait ça dans son usage personnel, c'est-à-dire qu'il se comprend à lui. Sauf que nous, ici, on veut essayer d'exploiter le sketch-note dans une autre dimension. On recherche ici un usage pédagogique, pour l'usage qui se destine aux autres. Donc, quand j'appelle l'effet Instagram, c'est quand on pose des photos sur Instagram, c'est que ce site est connu pour essayer de mettre de belles photos, avoir une belle image de soi. Sauf que nous, on n'est pas dans cette représentation-là. On va essayer d'utiliser cette technique, mais que l'on va déporter, que l'on va utiliser dans une pratique pédagogique. Donc, c'est-à-dire que le visuel que je vais faire, il faut que ça soit compréhensible par les autres. Ça va? Des questions? Alors pour cela, je vous avais proposé de visionner, donc j'ai eu l'autorisation de Paul André de pouvoir diffuser une de ses productions. C'est une personne qui travaille en Belgique et qui a beaucoup contribué justement à l'usage du sketch-note, mais dans un usage pédagogique. Et donc ces conseils sont précieux parce qu'elle ne débute pas ses interventions par dire comment on dessine et pourquoi on fait ci de cette forme-là. Elle donne d'abord comme postulat d'entrée, quand on utilise en pédagogie, on doit peut-être procéder différemment, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être compris par les autres. Et donc si je reprends les propos qu'on avait en début, il faut rester réaliste et on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle des éléments, des titres, mais pas du texte, des mots, quelques lettres, des éléments graphiques, des flèches, des pictogrammes, des puces, des encadrements. Donc là, vous voyez un autre exemple de sketch-note, mais encore une fois, ça c'est quelque chose qui est décidé par un professionnel, et nous on n'est pas dans ce point de vue-là. On va essayer de voir maintenant comment on peut rendre ça sur une pratique beaucoup plus pédagogique, c'est-à-dire que peut-être que pour animer une situation de formation ou pour expliquer peut-être une situation dans un cadre d'accompagnement tutoral, le sketch-note peut être une possibilité. Et jouer du graphisme, c'est aussi faire preuve de diversité dans vos pratiques. Vous allez voir que Paul André le dit souvent,
il ne faut pas être un graphiste, il faut être un pédagogue. Et donc la richesse d'un pédagogue se mesure aussi de ce point de vue-là, du point de vue sa créativité. Et l'autre, la grande recette que dit Paul André, il ne faut pas faire du dessin parfait. Parce que justement, c'est le fait que le dessin soit malhabile, soit imprécis, qui rend tout l'intérêt. Et donc, ce genre de visuel que vous avez à l'écran, elle n'y est pas trop favorable parce que les dessins sont trop bien faits. Il faut essayer d'avoir quelque chose qui soit le moins enfantin, n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas qui soit peut-être plus hésitant, plus tremblant. Et vous allez voir que ça donne plus d'intérêt. Et être, vous voyez, plutôt dans cette représentation-là, pour exprimer des idées d'une autre façon, simplifier la compréhension, apprendre avec plaisir, lire plus rapidement un contenu. Vous voyez que cette illustration-là est beaucoup moins riche que l'autre. Les visuels sont beaucoup plus pauvres, beaucoup plus réduits, mais il va avoir l'avantage d'être beaucoup plus facilitateur en termes du message que l'on souhaite passer. Ça va, je ne vais pas trop vite? Oui. Oui, mais ici c'est nouveau de trouver la phrase apprendre avec plaisir. Eh bien, écoute, je te propose justement de le faire, ça. Parce que effectivement, le sketch-note, c'est une activité que vous pouvez mettre dans une action de formation. Ou pourquoi pas le faire avec une personne dans un accompagnement. Le graphisme, l'activité créative, c'est ce que dit Marcel Lebrun dans la taxonomie de Bloom. Lui, il propose souvent de l'inverser, de débuter les apprentissages par la créativité. Et donc là, c'est une possibilité. Le tout est une affaire, comme dit un célèbre inspecteur, c'est une affaire de dosage. Si on fait ça toutes les semaines, c'est peut-être pas bon non plus. Il faut repérer peut-être la situation qui va être la plus pertinente pour l'employé. Alors je vais essayer je l'ai résumé d'une manière assez simple, et je terminerai par un exemple. Il y a trois choses importantes qu'il faut retenir quand on fait un sketch note. C'est d'abord ce que dit Paul André, c'est ce qu'elle appelle, elle, le courant de lecture. C'est-à-dire que je donne une image, un visuel, de préférence sur un format A4 paysage, et je dois, au premier coup d'œil, voir quel va être le courant de lecture, c'est-à-dire comment les yeux vont se déplacer d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Si je reviens tout à l'heure ici sur ce visuel-là, je ne sais pas si vous êtes en mesure de savoir où je dois débuter. Par où je commence? Est-ce que c'est le titre? Le titre est assez fort, mais après, on voit bien que celui ou celle qui l'a dessiné peut-être s'y comprend très bien. Par contre, ça, dans une pratique de faire passer un savoir ou quelque chose, c'est quasiment impossible. C'est joli, c'est Instagram, mais pédagogiquement, ça vaut que dalle. Donc la première chose importante, c'est ça, c'est le courant de lecture, c'est comment on va amener la personne à suivre le courant de l'eau, mais c'est pas le courant de l'eau, le courant des dessins, des graphismes. Et donc ces courants de lecture, ils peuvent être de différentes formes. Là, je les fais sous forme de S, ça peut être un rond, ça peut être une montée en escalier, des lignes de brisée. Il peut y avoir aussi des quadrillages, comme si c'était
c'est quelque chose qui est souvent employé comme si c'était ce qu'on appelle, vous connaissez ce qu'on appelle un storyboard au cinéma. Ce sont des petites images qui permettent de figer, de dessiner comment sera placée la caméra. Et donc c'est fait sous forme de bande dessinée. Et sur une page, des fois, vous avez 5-6 images. Donc, première dynamique, le courant de lecture. La deuxième, c'est que éventuellement, on peut mettre 2 ou 3 chemins, pas plus, pour faire juste une amorce, sortir du courant de lecture pour aller vers un conseil, un rappel ou une astuce. Je ne vais pas aller au-delà de 3, parce que sinon mon dessin devient vite chargé. Donc il faut pouvoir, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des chemins, dans lequel on va vers un conseil, donc une précaution, une préconisation, pour sortir un tant soit peu du courant de lecture, mais y revenir. Et pour ça, mettons, tous les outils qui vont bien, ce sont des flèches, des spirales, vous allez voir tout à l'heure au niveau d'un exemple. Et puis le point important aussi, c'est ajouter un titre. Il faut qu'il y ait un titre qui donne, certainement, qui donne toujours le point de départ. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo, Paul André lui accorde beaucoup ça. Elle commence souvent par écrire le titre. Et elle fait ce qu'on appelle autour un encadré avec quelques traits. On peut de suite redonner beaucoup plus de relief à ce titre. Et bien sûr, avec quelques chemins. Et puis le dernier aspect aussi, il faut qu'elle préconise aussi, c'est intégrer de l'alternance graphique. Si je commence par un titre, je vais passer avec un personnage et un mot. Peut-être après, il y aura un dessin avec des puces. Je peux revenir sur un personnage et terminer par un encadré et un mot. Un mieux qu'un exemple. Là, je vous propose un exemple réalisé pour expliquer à des élèves comment on réalise une opération de collage. Et donc, donc là, vous avez une présentation beaucoup plus grande. Vous voyez que donc, comment je l'ai dessiné, je pars du titre avec une pratique où on vient doubler toutes les majuscules, toutes les lignes droites d'un double trait. Vous voyez le L, le E et le A. Avec juste ce petit doublement graphique, je viens donner beaucoup plus de relief. Et puis j'ai fait un petit encadré pour qu'il soit plus visuel. Le mot ergonomie, qui est pour moi le mot le plus important, j'ai repris la même technique, sauf que j'ai colorié les doubles barres pour avoir un peu plus de relief. Et après, on voit le courant de lecture qui est, on dirait, sous une forme un petit peu d'une... je descends d'une partie verticale et puis je fais presque une boucle avec un endroit important où j'ai ce qu'on appelle un nœud, où j'ai deux chemins, un qui part qui est guidé visuellement par une flèche et l'autre qui est guidé par une spirale. Et la spirale, c'est pour... on voit bien que la personne elle se pose une question et la spirale, c'est quelque chose pour lui dire, tiens, il faut que je pense à que mon pot il soit sur l'établi, mais qu'il ne soit pas en équilibre. Rien qu'avec ce dessin, je donne des informations importantes au lecteur. Je lui rappelle que le pot, il doit être bien positionné, mais qu'il ne doit pas être en équilibre. Parce que automatiquement, la personne va faire une inférence, elle va voir que si je le mets dans la situation où j'ai marqué non, il peut tomber. J'ai pas besoin d'un texte pour le lui rappeler. Il le comprend de lui-même. Et du coup, pour des personnes qui ont des styles d'apprentissage différents, mettons pour ceux qui sont visuels, ça peut être intéressant.
Vous voyez qu'au départ, j'ai dessiné un modon, et donc elle appelle ça, Paul André, sur les personnages vides. Vous voyez qu'elle fait uniquement un rond, un rectangle et 4 traits pour symboliser la position des bras et des jambes. Vous voyez qu'en fonction de la manière dont on positionne les bras, on a de suite des postures, et ça rejoint ce qu'elle nous dit, il ne faut pas avoir un dessin qui soit fidèle. Il faut que ça soit un dessin hésitant. Donc j'ai mis juste un seul mot dans une bulle pour dire avant ce que je dois préparer. J'ai le dessin de la notice qui m'envoie d'une part avec une flèche sur des choses que je dois avoir pensées, la position du pot, puis après j'ai une information qui me dit qu'il me faut une telle température, la manière de disposer la colle, la manière aussi de laisser le pot ouvert ou pas, comment je dois nettoyer le pinceau. Tout bêtement, j'ai dessiné un pinceau, un robinet qui est malhabile, qui est peut-être imprécis, et j'ai juste précisé au tiède, et puis pour terminer par ranger. Donc le sketch note, c'est un outil que vous pourriez utiliser autant dans une dynamique pour vous en tant que formateur, mais aussi quelque chose qui peut être intéressant, notamment en termes d'économie de moyens. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette pratique? Je crois que dans l'animation de formation, c'est très opérationnel, à mon avis. Et ça, si vous faisiez ça au tableau, ça serait d'une redoutable efficacité aussi. Et ne cherchez pas. On peut utiliser aussi les chemises cartonnées. Ah, tu peux utiliser n'importe quel support, effectivement. Vous pourriez, mettons, avoir une activité où personne leur demander qu'est-ce qu'ils ont retenu de la journée, tu vois. Des choses où une partie importante de la formation peut peut-être se résumer de ce point de vue-là. Et je vous ai mis un autre document qui est plutôt une aide pratique pour l'utiliser. Donc ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là vous voyez l'exemple. Et donc un des moyens pour arriver à faire le sketch note, c'est d'écrire le scénario. Vous commencez à écrire un petit scénario, ce que vous voulez faire. Vous écrivez votre petit scénario et comme ça vous repérez en fluo les choses importantes que je dois dessiner. Parce que partir d'une feuille blanche, c'est pas si évident. Vous voyez que moi j'ai fait j'ai à peu près une cinquantaine ou un petit peu plus, 80 mots à tout casser. J'ai écrit ce que je veux mettre sur mon document et j'ai surligné ce qui était important pour moi. Donc plus votre discours sera long, plus ça veut dire que c'est pas utilisable pour un sketch note. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse un ou deux paragraphes. Parce que plus le texte va être long, plus ça veut dire qu'il va falloir faire du visuel pour représenter. Donc c'est un compromis à trouver. Voilà. Donc là c'est une possibilité, c'est une pratique, c'est-à-dire que, vous voyez, moi je suis parti sur un petit geste technique, le collage, quelques précautions. J'ai écrit mon petit scénario, j'ai souligné les points importants, refermer, nettoyer, un espace stable, la notice, les consignes, les chiffons, la colle, replier. Et à partir de là, j'ai pu dessiner mon élément. Donc on retrouve l'exemple avec les courants de lecture.
Et après, je vous ai mis plein d'exemples pour illustrer vos sketch notes, pour dessiner un ordinateur, dessiner un appareil photo, des choses tout bêtes, mais ça vous donne des exemples pour faire les titres, pour faire les lettres, toujours en capital. Vous voyez que pour montrer une direction, on peut utiliser le schéma des panneaux. Donc, vous voyez que là, j'ai repris l'exemple de ce qu'on appelle une bannière pour faire un titre. Je vais pousser un petit peu plus loin. Là, l'exemple des personnages, je les tire d'ici, de chez ce que nous propose Paul André. Vous voyez que j'ai repris ni plus ni moins des exemples qu'elle nous propose. Et vous voyez qu'on peut facilement donner des représentations, des attitudes, des postures. Elles ne sont pas genrées, hein, elles vous donnent une idée d'une manière pour simplifier les représentations. Je vais continuer. Donc là, ce sont encore tous ces conseils qu'elle donne. Comment je peux utiliser des cercles. Mettons pour dessiner une loupe, un petit conseil en 4 étapes. Je dessine un rond, puis un autre sur un pointillé. Donc ce sont chaque fois des petits supports qui vont vous permettre d'illustrer vos animations. Voilà, on est arrivé au bout, il est 12h30. Je crois que la matinée a été bien remplie. Comme vous voulez, là, on se retrouve à 12h30, enfin pour nous, 13h pour nous, ou 14h pour vous, c'est vous qui me dites. Qu'est-ce que vous préférez? C'est meilleur à 14h. 14h, donc 13h pour nous. Ouais. Oui. 14h. 14h, d'accord. Donc 13h pour nous. Ouais. Ok, Il y a 14 heures. Ok. voilà. Donc, Ça marche. on fera, parce que donc la journée a été chargée, on débutera par la méthode du travail collaboratif et après on terminera par le cahier d'expérience. Ça va pour vous? Ok. Ok, Oui. ok. Allez, Oui. bon appétit.